Au cours de l'été 1942, un groupe de soldats britanniques est envoyé dans le désert d'Afrique du Nord pour une mission spéciale. Ils partagent un point commun, ils parlent tous couramment allemand. Leurs parents étaient des juifs allemands victimes de l'Holocauste. Assoiffés de vengeance, ils baptisent leur groupe les Lions de Juda. Les nazis nous avaient fait du mal. On voulait se venger en les combattant. On avait de bonnes raisons pour les combattre. Les Lions de Juda forment le SIG, le groupe spécial d'interrogation. Cette unité comptera moins de 40 hommes et sera opérationnelle durant 6 mois en 1942. Ces hommes formaient une équipe extrêmement soudée. Ils risquaient leur vie pour sauver leurs compagnons. Le SIG opère exclusivement derrière les lignes ennemies. Il doit éliminer, saboter et démolir. Son objectif est de miner le moral des troupes allemandes. Leur boulot consistait à franchir les lignes ennemies pour monter des embuscades et semer la pagaille dans les rangs allemands. Chacune de leurs opérations ressemble à un combat entre David et le géant Goliath. Au cours de leur courte mission destinée à saper les efforts nazis en Afrique du Nord, la plupart seront tués. Mon père était un homme courageux. Il a sacrifié sa vie pour son pays. Voici l'histoire extraordinaire du groupe spécial d'interrogation qui fait désormais partie de la légende de l'armée britannique. Au mois de mars 1942, un homme avance péniblement dans le Sahara. Il porte un uniforme de l'Afrika Korps, l'armée allemande. Il est couvert de sang et meurt de soif. Pour sauver sa vie, il doit rejoindre sa base. Finalement, après de longues journées de marche forcée, il aperçoit des maisons. Ce sont les faubourgs de la ville de Tobrouk où sont basées les forces britanniques. Repéré par des soldats, il est conduit au quartier général de l'armée où il reçoit des soins et un repas. Habillé de frais, il est conduit au Caire auprès du haut commandement britannique. Il y rencontre ses officiers supérieurs. Car l'homme n'est pas allemand. C'est le capitaine Herbert Buck de la garde écossaise. L'histoire qu'il raconte est extraordinaire. En janvier 1942, alors qu'il se bat avec la 8e armée à l'ouest de Tobrouk, Buck est blessé et capturé par les Allemands. Il est menotté et emporté dans un camion. Les soldats allemands ignorent combien ce Britannique est dangereux. Le capitaine Buck a réussi à se libérer en tuant le conducteur du camion qui l'emmenait vers la prison. Il a enfilé son uniforme, il s'est emparé de ses armes, il s'est débarrassé du corps et il a traversé le désert occidental habillé en soldat allemand. Buck n'a aucun mal à se faire passer pour un soldat allemand. Vêtu de l'uniforme de l'Afrika Korps, il retourne vers le territoire britannique en franchissant sans problème les lignes ennemies. 2 semaines après son évasion, Buck rejoint enfin l'armée britannique. En racontant ses exploits à ses supérieurs, une idée commence à germer dans la tête de ces derniers.
Buck a le profil idéal pour commander une nouvelle unité baptisée SIG pour groupe spécial d'interrogation. La mission du SIG est de passer derrière les lignes ennemies afin d'y semer le chaos. Il faut des hommes parlant couramment allemand et désireux d'opérer en territoire ennemi. Grâce à son expérience, Buck est tout désigné pour prendre les commandes du groupe. Les hommes du SIG doivent agir vite pour freiner l'avancée des troupes allemandes en Afrique du Nord. Le général Erwin Rommel et l'Africa Corps débarquent à Tripoli en Libye en février 1941. Bien que les Allemands soient moins nombreux, ils parviennent à expulser les Britanniques de Libye en l'espace de quelques semaines. Quand les officiers britanniques se rendent compte que leur armée est repoussée vers la frontière égyptienne, ils réalisent qu'il leur faudra faire preuve d'astuce pour gagner la guerre. C'est ainsi qu'ils créent le SIG. Le SIG est formé de soldats sélectionnés principalement dans une unité d'élite. Le 51e commando du Moyen-Orient compte 600 hommes, dont une majorité de juifs allemands qui ont fui l'Allemagne nazie. La plupart avaient un contentieux avec les Allemands. Ils avaient vécu les persécutions que les Juifs subissaient depuis 1933. Ils étaient donc très motivés. En octobre 1941, le 51e commando du Moyen-Orient participe à une mission destinée à attaquer le quartier général allemand et à tuer Rommel. La mission est un échec, mais le 51e commando a subi très peu de pertes. Au sein de ses rangs, un juif allemand de 26 ans, Maurice Tiefenbrunner. En 1938, Maurice et sa famille sont déportés en Pologne, mais il réussit à s'évader. Il quitte sa famille et parvient à gagner Anvers en Belgique. Quand j'ai dit au revoir à mes parents, j'ignorais que je ne reviendrais pas. On ne savait pas qu'il y aurait une guerre et toutes les horreurs qui ont suivi. Si j'avais su tout ça, je n'aurais probablement jamais quitté mes parents. En juin 1939, avec l'aide d'un mouvement clandestin juif en Europe, 950 juifs, dont Tiefenbrunner, embarquent à Marseille dans un bateau en partance pour la Palestine. À cette époque déjà, Maurice Tiefenbrunner fait preuve d'un caractère bien trempé. Quand le SS Parita arrive en Palestine, les Britanniques refusent de laisser le bateau entrer dans le port. Tiefenbrunner prend les commandes et fait échouer le bateau sur une plage non loin de Tel Aviv. Les Britanniques le jettent en prison. 2 semaines plus tard, la guerre éclate et Maurice reçoit la nationalité palestinienne. Il entre dans l'armée britannique et se bat au sein du 51e commando où il découvre les horreurs de la guerre dans le désert. Beaucoup d'entre nous étaient en état de choc parce que nous perdions des amis. J'ai perdu Joseph, mon second artilleur. On était amis. Il a été tué à côté de moi. J'ai eu beaucoup de chance. Le 17 mars 1942, alors que le 51e commando se repose dans un camp près du canal de Suez, un étranger vient les voir. Il s'agit du capitaine Herbert Buck. Ce jour-là, une phrase énigmatique est rédigée par l'officier dans le registre du 51e commando. Le capitaine Buck sélectionne des Allemands.
Le capitaine Buck était un homme qui inspirait confiance et à qui on pouvait parler. Il avait beau venir d'une famille d'aristocrates, il parlait d'homme à homme. Et il était très intelligent. Buck leur dit qu'il cherche des volontaires pour une mission à très haut risque. Il nous a donné une idée de tout ce qu'on allait faire si on se portait volontaire. Il a dit qu'on serait entraîné à réagir comme des soldats allemands, qu'on porterait un uniforme allemand et qu'on irait en territoire ennemi pour des missions d'espionnage et de sabotage. Les jours qui suivent, Buck recrute une trentaine d'hommes pour le SIG, dont Maurice Tiefenbrunner. En me portant volontaire, je me rapprochais de mon objectif, qui était de nuire autant que possible aux nazis et de pouvoir aider mes parents dont je n'avais aucune nouvelle. On était 27 volontaires pour cette mission extrêmement risquée. Parmi les recrues, majoritairement des juifs allemands du 51e commando, il y a des soldats de l'armée tchèque et de la Légion étrangère. Seule condition requise, être capable d'entrer à la perfection dans la peau d'un soldat allemand. Dès que l'unité est constituée, l'instruction commence. L'entraînement s'est très bien passé. On a appris la marche de loi, on a appris à s'insulter en allemand, à jurer en allemand. On a tout appris pour paraître de véritables soldats allemands. Les hommes du SIG doivent connaître tous les aspects de la machine de guerre allemande, comme le maniement des véhicules et des armes. Aucun détail ne peut les trahir. Cette commande de matériel spécial est envoyée au quartier général au Caire. Une limousine allemande pour officiers et 2 camions d'1,5 tonne. Tous les véhicules allemands récupérés sont mis à la disposition du SIG. Ils utilisaient des armes légères allemandes, comme les pistolets mitrailleurs Schmeisser et les fusils normaux, et aussi les mitrailleuses MG34. Ils portaient des uniformes et des casques allemands. Ils utilisaient des carnets allemands. Le moindre détail était allemand. Buck prend soudain un risque en demandant à 2 prisonniers allemands de donner un coup de main pour l'entraînement. C'était son idée à lui. Les prisonniers allemands devaient leur apprendre le langage militaire allemand, les ordres allemands, les usages dans l'armée allemande. Walter Essner et Herbert Bruckner ont été faits prisonniers en novembre 1941. Ils faisaient alors partie du 361e régiment de l'Afrika Korps. Les 2 prisonniers allemands disent être anti-nazis. Buck veut les engager pour enseigner aux hommes du SIG tout ce qu'ils savent sur l'Afrika Korps. Mais Buck doit d'abord obtenir l'autorisation du commandement. Buck justifie l'engagement des 2 Allemands en expliquant « Pour garantir un entraînement parfait, il faut prendre le risque d'engager des soldats allemands. » Maurice Tiefenbrunner doute de la sincérité des 2 Allemands et en fait part au capitaine Buck.
Le capitaine Buck m'a répondu, « Maurice, tout est en ordre, ils ont été testés, ils ont été interrogés, on les a observés, ils sont sûrs à 100%. Ce sont de vrais idéalistes, ils combattent le nazisme comme toi. » Buck étant convaincu qu'il peut faire confiance aux Allemands, l'entraînement reprend avec eux. Le SIG est basé en territoire allemand, mais à portée de voix du camp britannique. Tous les matins, les Britanniques entendent l'ordre de réveil pour les hommes du SIG. Compagnie Aufstehen, qui en allemand signifie « compagnie debout ». Les hommes doivent aussitôt décliner leur identité allemande et se rendre aux messes pour être interrogés. Grâce à un entraînement intensif, les hommes du SIG sont spécialisés en explosifs, en navigation dans le désert et en combat à main nue. Ils sont tout aussi rompus à la mécanique et à la conduite des véhicules allemands. Mais aucun d'eux ne sait pour quelle mission on les prépare. Au début, les hommes du SIG sont enfermés avec les prisonniers allemands pour collecter des informations et apprendre à réagir comme eux. C'est le volet espionnage de leur mission. Ensuite, on commence à les envoyer en mission derrière les lignes ennemies. Mais les Allemands comprennent vite qu'il y a des espions parmi eux. En juin 1942, les services secrets britanniques décryptent un message secret envoyé par Hitler à Rommel concernant l'existence d'un certain nombre de réfugiés politiques allemands en Afrique. S'ils ne sont pas tués au combat, ils doivent aussitôt subir une sentence militaire. Les nazis n'ont aucune pitié envers les hommes du SIG. Ceux qui sont découverts sont mis à mort. Mais les hommes du SIG sont devenus indispensables. La guerre en Afrique a pris une très mauvaise tournure pour les Britanniques. En juin 1942, Rommel lance une grande offensive contre les forces britanniques. Les forces allemandes repoussent les divisions britanniques jusqu'au bord du Nil en Égypte. Les troupes de Rommel s'approchent à 150 km du canal de Suez. Si ce dernier tombe entre leurs mains, les navires britanniques en Méditerranée seront menacés. Il est temps que le SIG intervienne. Sa première mission est à très haut risque. Les Britanniques sont surtout affaiblis par les avions allemands basés sur la côte nord-africaine. Ils bombardent les navires censés réapprovisionner la 8e armée britannique. La mission du SIG est d'aider une nouvelle unité spéciale baptisée SAS, pour Special Air Service, afin de détruire le plus d'appareils possible sur 2 bases aériennes situées à 150 km à l'ouest de Tobrouk. Le SAS a été créé par le colonel David Stirling de la garde écossaise. Stirling doit encore faire ses preuves. Un tiers des hommes du SAS ont été tués ou capturés lors de leur première mission en Libye.
C'est Sterling en personne qui demande au SIG de participer à la nouvelle mission du SAS. Les hommes du SIG sont-ils prêts? Bien qu'il soit impatient de combattre les Allemands, Maurice Tiefenbrunner se méfie comme de la peste des deux Allemands qui entraînent le SIG. Essner et Bruckner étaient d'excellents instructeurs. Mais quand on a appris qu'on partait en mission avec les deux soldats allemands, j'ai protesté. J'ai dit que c'était trop dangereux. Le capitaine Buck ignore les inquiétudes de Tiefenbrunner. Les hommes du SIG sont conduits dans la grande oasis de Siwa en Égypte. Essner et Bruckner les accompagnent. « 12 hommes du SIG, dont Tiefenbrunner, embarquent à bord d'un camion allemand et d'un camion britannique de 3 tonnes. « 40 hommes d'un escadron français grimpent également dans les camions. Ils doivent jouer des prisonniers de guerre. Les hommes du SIG jouent leurs gardiens allemands. Quand on arrivait à un point de contrôle, on devait dire qu'on avait fait prisonnier ces soldats français et qu'on les conduisait dans un camp. Le 8 juin 1942, les hommes du SIG quittent l'oasis de Siwa, escortés par les hommes du SAS. Quatre jours plus tard, les hommes du SAS continuent seuls. Les hommes du SIG enfilent leur uniforme allemand. Ils sont désormais livrés à eux-mêmes. Un des camions est conduit par le prisonnier de guerre allemand Bruckner. Il transporte 9 soldats français à l'arrière. Dans l'autre camion, il y avait quelques soldats français, puis le reste du groupe. C'était le capitaine Buck qui conduisait, et Essner était à côté de lui. Au sommet des deux camions, un homme du SIG est installé à l'allemande pour faire le guet. Chaque homme a des armes allemandes. Un pistolet Luger, une mitraillette, une baïonnette et des grenades. Les Français sont habillés d'un uniforme kaki et d'un béret bleu. Ils sont armés d'un pistolet. Chaque camion transporte aussi 2 mitrailleuses cachées. Le convoi croise bientôt plusieurs barrages gardés par des soldats allemands et italiens. Leur déguisement semble convaincant, car ils passent sans problème alors même que les Allemands savent que leur territoire est infiltré par des espions. Ils passent la nuit à quelques kilomètres des 2 bases aériennes, l'objectif de leur mission. Le lendemain, les hommes effectuent les premières missions de reconnaissance. Les Allemands, Essner et Bruckner, sont envoyés à un poste de garde allemand et reviennent avec le mot de passe pour entrer dans les bases aériennes. Le raid peut commencer. Le 13 juin, à 9 h du matin, le capitaine Buck et le prisonnier allemand Essner partent avec 3 membres du SIG et 5 soldats français vers la base aérienne de Martouba. L'officier français et Bruckner, l'autre prisonnier allemand, s'en vont avec 9 soldats français et le reste des soldats du SIG vers la base aérienne de Derna. Maurice Tiefenbrunner reste seul au point de ralliement. J'étais l'officier de liaison entre les deux groupes. Je disposais d'un talkie-walkie et je devais suivre leur progression. Les uns sont partis par là, les autres par là, et je faisais la liaison au milieu.
La même nuit, le groupe de Buck rejoint Tiefenbrunner. Il n'a pas subi la moindre perte et sa mission est un véritable succès. « 27 appareils allemands de la base aérienne de Martuba ont été détruits. Mais où est l'autre équipe? Au loin, dans l'obscurité, Tiefenbrunner entend un accrochage. J'ai soudain entendu des explosions et des cris. Le lieutenant français, qui commandait l'autre groupe, est revenu sans ses soldats français. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, mais il était complètement hors d'haleine et j'ai dû attendre un peu avant qu'il puisse me parler. L'officier français lui raconte qu'il roulait vers la base aérienne de Derna et que soudain Bruckner, le prisonnier allemand, a donné un coup sur le tableau de bord. Bruckner a dit qu'il y avait un problème avec le moteur et qu'il allait essayer de réparer. Il a ouvert le capot, il a farfouillé dans le moteur, il a dit qu'il ne pouvait rien faire et qu'il allait se rendre dans un garage que le groupe venait de dépasser pour chercher de l'aide. Bruckner ne réapparaît pas. Quelques minutes plus tard, le camion est cerné par des soldats allemands qui ordonnent « Les Français, descendez !» Aucun d'eux ne bouge et les hommes du SIG ouvrent le feu. La bataille fait rage. Beaucoup de soldats allemands sont tués, mais les 3 hommes du SIG et les 7 soldats français sont abattus. Bouleversés par cette perte, Buck, Tiefenbrunner et le reste des hommes rassemblent le matériel et regagnent leur base. Bruckner a trahi le SIG. Le capitaine Buck s'en veut à mort. Il commence à se méfier d'Essner, l'autre prisonnier allemand. Il avait profondément honte de lui-même. Je lui dis que j'allais m'occuper moi-même d'Essner. Pour le retour au camp, je voulais être installé à côté d'Essner. Pour moi, c'était juste un Allemand, un ennemi. Je lui dis qu'au moindre mouvement, il était mort. Tiefenbrunner surveille Essner durant 7 jours, le temps de regagner le camp britannique. Quand on est arrivé au camp, j'ai dit qu'il fallait conduire cet homme au quartier général, qu'il était très dangereux, que s'il bougeait, il fallait l'abattre, qu'il ne fallait pas se fier à lui, qu'il tenterait de tuer quelqu'un ou de fuir. Essner est-il un agent double ou pas? On ne le saura jamais. Un jour, il tente de s'évader et il est abattu. Dans les semaines qui suivent, les Britanniques apprennent la vérité. 2 pilotes de la Luftwaffe, capturés en juillet 1942, révèlent que les Allemands étaient au courant de la mission du SIG. On raconte aussi que Bruckner aurait regagné Berlin et qu'il aurait été récompensé d'une croix de fer. C'était un agent double et son vrai nom était Brockmann. Bien que le raid ait permis de détruire des avions allemands, les troupes de Rommel progressent toujours aussi vite. Rommel, qui a été nommé Feldmaréchal, lance une attaque massive pour prendre le Caire, la capitale de l'Égypte. Si le Caire tombe, l'armée allemande atteindra rapidement le canal de Suez et contrôlera alors tous les bateaux qui veulent entrer dans la Méditerranée ou en sortir. Une défaite britannique semble très plausible.
Mais le lieutenant-général Bernard Montgomery, surnommé Monty, refuse cette éventualité. Montgomery a reçu des informations par les services secrets britanniques. Il est prêt à affronter Rommel. Au cours de la bataille d'Alam el Alpha, Monty laisse délibérément un trou dans la ligne de front pour inciter Rommel à y lancer une attaque. Il ordonne à ses chars de maintenir leur position au lieu de charger l'ennemi. La tactique va donner lieu à une bataille féroce. Monty réussit à tenir les positions. Entre-temps, le haut commandement britannique sollicite une nouvelle fois le SIG du capitaine Herbert Buck. Cette deuxième mission est encore plus périlleuse que la première. Au début du mois de septembre 1942, les commandos du SIG sont envoyés dans une nouvelle base dans l'oasis de Koufra, au beau milieu du Sahara. La base de Koufra héberge une autre unité spéciale, le LRDG, le groupe de longue portée dans le désert. Cette unité est constituée principalement de Néo-Zélandais et de Rhodésiens. Nombre de ses membres passeront plus tard au SAS. Le LRDG est spécialisé dans la navigation, la reconnaissance et l'espionnage dans le désert. Durant leur séjour dans l'oasis de Koufra, les hommes du SIG se reposent et se baignent dans un réservoir d'eau fraîche construit par le LRDG. Les hommes du LRDG sont stupéfaits de découvrir que les membres du SIG portent des uniformes allemands et répondent à des ordres allemands. Le 5 septembre, le lieutenant-colonel John Haselden, l'homme qui commandera le SIG pour la mission suivante, se rend à la base de Koufra avec 83 agents du SAS. Mon père était très sportif. C'était une fine gâchette. Il montait à cheval, il faisait de la voile. Il s'amusait beaucoup, je pense. John Haselden est né en Égypte. Il parle couramment l'arabe et l'italien. Il aime tellement son pays qu'il rêve d'une seule chose, chasser les nazis. À Koufra, il réunit des hommes du SIG pour une mission périlleuse au nom de code Operation Agreement, Opération Accord. C'est un raid sur Tobrouk. Mon père a eu l'idée de cette opération. Au départ, il voulait la faire avec une vingtaine d'hommes, tout au plus. Mais ce ne fut pas accepté. Le haut commandement a trouvé son idée excellente, mais il a décidé de faire tomber Tobrouk en lançant une offensive de grande ampleur. À l'époque, Tobrouk est le port maritime le plus important de Libye. C'est aussi le principal point d'approvisionnement de l'armée de Rommel. L'Africa Corps s'est emparé de la cité le 21 juin 1942. En septembre 1942, les Allemands achèvent la fortification de la ligne côtière autour de Tobrouk. Rommel dispose de 50 000 hommes, de 400 chars dans le port et autour de la cité, ainsi que d'une importante artillerie antiaérienne. Les Britanniques savent que s'ils réussissent à détruire Tobrouk, ils étrangleront l'armée de Rommel. L'opération Agreement est prévue sous forme de 3 assauts distincts.
La Royal Air Force lancera les hostilités avec un bombardement aérien surprise. Les unités du SAS et du SIG réunies dans la Force B devront détruire l'artillerie à l'est de Tobrouk. Une fois les canons hors de combat, 396 commandos postés à bord du HMS Zulu, du HMS Sikh et du HMS Coventry tenteront de débarquer à l'ouest du port. Leur nom de code est Force C. Pour finir, des vedettes rapides, nom de code Force A, débarqueront des commandos directement dans le port. Comme pour le raid sur les bases aériennes libyennes au mois de juin précédent, les hommes du SIG opèrent comme ils l'ont appris. Les hommes du SIG sont déguisés en soldats allemands. Cette fois, ils escortent des prisonniers de guerre britanniques qui sont en fait des agents du SAS. Les agents du SIG portent un uniforme allemand, s'expriment en allemand, portent des armes, un carnet de paix, des insignes, des cigarettes et du chocolat allemand, et même des lettres d'amour rédigées en allemand par des épouses fictives. Un jeune officier du SAS s'est joint au SIG du capitaine Buck. Le lieutenant David Russell s'est porté volontaire auprès du capitaine pour participer à cette mission. Buck avait entendu parler de David Russell qui parlait couramment 6 dialectes allemands. Et il l'aurait contacté. Russell ne se fait aucune illusion sur le péril de la mission. C'était une mission à très haut risque. Ils avaient certainement tous envie de revenir vivants, mais ils savaient que c'était une mission extrêmement dangereuse. Le 5 septembre, la force B, comprenant le capitaine Buck, David Russell et 6 hommes du SIG, quitte Koufra pour un voyage de 1300 km jusqu'à Tobrouk. Ils roulent dans des camions allemands portant les décorations typiques de l'Africa Corps. Peu après avoir quitté sa base, la force B rencontre les premières difficultés. Sous une chaleur accablante, ils traversent des océans de sable et doivent contourner des falaises à pic. Les camions doivent régulièrement être dégagés du sable. Le 10 septembre, la force B atteint Hatiet Etla, une dépression dans le désert où les hommes peuvent se reposer sans craindre d'être repérés par l'ennemi. Ils restent 3 jours sur place, à répéter l'assaut sur Tobrouk. Ils trouvent même le temps de poser pour des photos. Voici l'unité presque au complet avec le lieutenant-colonel Hasselden debout au centre. Ici, les soldats du génie du groupe. Le 13 septembre, John Hasselden lit à ses hommes un télégramme destiné à gonfler leur morale. Il est envoyé par Churchill en personne. La force B, qui comprend le SIG, se met en route vers Tobrouk, situé à 150 km. Au début, le convoi n'attire pas l'attention des patrouilles allemandes et italiennes. À 5 km de Tobrouk, un des camions est délibérément garé sur le bas-côté et le moteur mis hors service pour servir de véhicule de secours. Les 3 autres camions transportent 30 agents du SAS qui jouent des prisonniers de guerre. Ils sont gardés par les membres du SIG qui parlent allemand. À la tombée de la nuit, la force B est confrontée à un premier problème. Dans la nuit, le chauffeur du camion de tête entend un ordre hurler en allemand. Il s'arrête et le garde allemand pose plus de questions que prévu. Craignant que leur stratagème soit David Russell fait ce qu'il doit faire.
David saute du camion. Il s'enfonce dans la nuit, puis il revient avec une arme qu'il jette dans le camion en disant que le soldat allemand n'en aura plus besoin. Il écrit un mot à sa sœur en disant « Quand on aime profondément sa famille, c'est très difficile de tuer quelqu'un de sang-froid. Mais ici, c'est tuer ou être tué. Quand on est en fuite et qu'on est pris en chasse, on est tellement à cran qu'on n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour tenter de sauver sa vie. » Il est 22h30. Les appareils de la RAF survolent le convoi et s'apprêtent à lancer leur première bombe. Profitant de la pagaille générée par les bombardements, Hasselden, Buck, Russell et la force B atteignent un petit poste de garde qui surplombe Tobrouk. Ils le prennent d'assaut et se débarrassent de soldats italiens. C'est la base à partir de laquelle les commandos lanceront leurs opérations de sabotage. Ils doivent détruire les canons installés le long de la côte. Les unités du SIG et du SAS opèrent séparément et détruisent le plus de canons possible. À 2 heures du matin, après avoir mis hors service suffisamment de pièces d'artillerie, ils donnent le feu vert pour le débarquement. Jusqu'ici, la mission Operation Agreement se passe comme prévu. Mais le 15 septembre, au lever du jour, l'armée allemande se réorganise et recherche activement la force B. Le commandement allemand envoie des renforts massifs. Isolés en territoire ennemi et surpassés en nombre, les agents du SS et du SIG de la force B sont très vulnérables. Mais ils poursuivent leur mission. Ils s'enfoncent à l'intérieur des terres et prennent le contrôle de 4 positions anti-aériennes. Mais ils se retrouvent rapidement dans une situation désespérée. Ils étaient submergés par les soldats allemands et italiens. C'était une petite unité divisée en deux. Et la base de mon père était assiégée. Après avoir accompli leur mission, les hommes de la force B se retrouvent totalement isolés en territoire ennemi. Ils se savent en très mauvaise posture et envoient un message à leur commandement. Ils reçoivent une réponse qui les bouleverse. Ils apprennent que la force B a fait un excellent travail, mais le HMS Sikh a été avarié par des obus. Le HMS Zulu a battu en retraite après avoir été touché en remorquant le HMS Sikh. Le HMS Coventry a été touché et incendié. Et la force A n'a pas réussi à débarquer et bat en retraite. La mission Operation Agreement est un échec. Le lieutenant-colonel Hasselden, qui commande la force B, sait que le temps ne joue pas en sa faveur. Il ordonne à ses soldats de détruire tout ce qu'ils possèdent et de battre en retraite. Le SIG récupère le camion pour fuir. David Russell a conduit le camion au camp de base où l'attendait Hasselden. Et ils ont mis les blessés dans le camion. Mais des soldats allemands sont arrivés et se sont mis à tirer. Hasselden, qui se dirigeait vers le camion des radiotélégraphistes, est revenu en courant. David Russell et le reste des hommes tiraient pour couvrir le départ du camion rempli de blessés. À partir de là, ça a été un peu chacun pour soi. Hasselden saute dans le camion avec le reste de la force B.
Quelques centaines de mètres plus loin, il freine à mort et saute du camion. Il décide de combattre l'ennemi pour le ralentir. Mon père a pris la décision d'essayer de repousser l'ennemi en attaquant tout seul la position allemande. Et selon le rapport que j'ai lu, il a réussi à les repousser suffisamment pour que le camion britannique puisse s'échapper. 3 hommes du SIG se joignent à Asselden et ils livrent un combat héroïque contre les forces ennemies. Mais ils finissent par être submergés. Malheureusement, il a été tué. Alors qu'il était étendu sur le sol, une grenade a explosé sur lui. Un des hommes du SIG, c'était Hillman, je crois, était justement en train de se pencher au-dessus de lui quand la grenade a explosé. Hillman n'a pas été tué, mais il a eu le visage brûlé. Grâce à l'action de Asselden, le camion du SIG a le temps de prendre une bonne avance sur les Allemands. Mon père était un homme courageux. Il a sacrifié sa vie pour son pays. Je ne pense pas qu'il se soit dit qu'il risquait d'être tué. On ne peut pas aller au combat en se disant qu'on va être tué, sans quoi on risque de ne pas faire grand-chose. Même si on pressent que c'est possible, il ne faut pas y penser. Il faut se concentrer sur sa mission, sinon on est perdu avant de commencer. Sur les 90 agents de la force B, 6 hommes du SIG reviennent vivants de la mission. Ensemble, ils marchent à travers le désert à la recherche des troupes alliées. Après avoir échappé plusieurs fois à l'ennemi et souffrant de malnutrition et de déshydratation, le capitaine Buck, David Russell et les autres agents du SIG atteignent les lignes alliées 2 mois plus tard, le 18 novembre 1942. L'attaque de Tobrouk a viré au désastre. Sur 1000 soldats, les Alliés en ont perdu 746, ainsi que le HMS Coventry, le HMS Sikh et le HMS Zulu, et plusieurs bateaux amphibiens. La perte des Allemands et des Italiens se limite à 16 morts. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était un véritable désastre. Cette opération n'aurait jamais dû être autorisée. L'échec de Tobrouk signe aussi la fin du SIG, dont les membres sont affectés à d'autres unités. Nombre d'entre eux se distingueront au cours de la guerre. David Russell a pris le commandement des gardes du LRDG. Tout le monde disait qu'il avait fait un excellent boulot, alors qu'il n'était qu'un joker au début de la mission. Le lieutenant David Russell entre plus tard dans les services secrets britanniques. Il est assassiné en Roumanie en 1943. Les lettres qu'il écrit à sa famille témoignent de son profond attachement au SIG. Les qualités de ces soldats étaient admirables. Ils se connaissaient très bien, ils formaient une unité très soudée. Voilà ce qui caractérisait David et les agents du SIG et du SAS. Le capitaine Herbert Buck est tué dans un accident d'avion lors d'une mission pour le SAS. Maurice Stephen Brunner rejoint aussi le SAS, où il sera l'interprète de David Sterling. C'est le seul membre du SIG encore en vie aujourd'hui. Le SIG a fait le boulot qu'on lui a demandé de faire, et même davantage. Les missions que nous avons accomplies n'auraient pas pu l'être par une unité normale. On agissait par surprise. On attaquait l'ennemi totalement par surprise.
Tobrouk est un nom ancré dans nos campagnes militaires au Moyen-Orient. Tobrouk, que nous avons tenu 9 mois avant de perdre la ville, est de nouveau entre nos mains depuis le 13 novembre. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée britannique a créé plusieurs unités spéciales aussi audacieuses qu'étranges. Le SIG est une des moins connues. Les hommes qui en ont fait partie étaient exceptionnels, de par leur histoire, leur entraînement et surtout leur courage.